de déstabilisation qui pèse sur le régime de son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré, en image la dernière du mois d'avril, déjoué d'ailleurs par les autorités de transition, impliquait, selon le ministre de la Sécurité locale, Mahamadou Sana, des militaires en activité, des anciens militaires et même des civils et des activistes dont certains résidaient du côté de la Côte d'Ivoire. Cependant, l'un des cerveaux de ce coup d'État manqué serait le commandant Joanny Compaoré, l'officier supérieur exilé, reconnu proche de Damiba, aurait donc engagé plus de 25 milliards de francs CFA avec le concours de la France pour faire tomber le régime de Traoré, selon les informations fournies par le journal ivoirien L'Infodrome. Cette énième tentative d'assassinat du capitaine Traoré nous permet de nous interroger à plus d'un titre. D'abord, pourquoi cette fixation autour du Burkina Faso? Président, certes, on a connu les dynamiques de déstabilisation au Mali, plus ou moins au Niger depuis l'arrivée du général Abdrahmane Tchani. Comment expliquer cette récurrente de tentative de déstabilisation qui pèse sur le régime du capitaine Ibrahim Traoré? Est-ce que ce serait finalement lui, le nœud gordien de cette véritable révolution saluée par vous, panafricanistes? Bon, je pense que tous sont des nœuds gordiens. C'est Goïta, Tchani, ils se complètent. Tout en se tenant, ils se complètent. Bon, le président Traoré, peut-être il est plus emblématique d'une mémoire qui est extrêmement troublante pour la France et l'impérialisme en général, la mémoire du président Sankara. Tout à fait. Je pense que vous comprenez très bien qu'il n'est pas, c'est pas une bonne chose. Une ressurgence du sankarisme, fut-il, c'est une figure, permettez-moi l'expression, néo, qui à tout point de vue rappelle Sankara dans sa démarche. C'est là que la France est très gênée, au niveau symbolique, elle est très gênée. Elle est très gênée et, comme dans la sorcellerie, il faut frapper le symbole. Il faut le frapper, parce qu'en le frappant, on tue le concept. Si on frappe le symbole, on tue le concept. C'est dans la tradition de l'impérialiste. Ça participe de la mystique impérialiste. Décapiter, la décapitation d'un symbole, la liquidation d'une figure qui est emblématique parce qu'elle est le symbole vivant d'une tradition anti-impérialiste extrêmement populaire sur le continent, est quelque chose d'extrêmement pertinent dans la stratégie de la France et des impérialistes. Simplement, le travail doit être fait par des négros, c'est tout. Les négros. Alors, dans le fond de l'affaire, Fabrice, vous comprenez, vous avez convoqué Damiba, le Togo, la Côte d'Ivoire. Commençons par, vous voyez que bon, n'est-ce pas, des retraités ayant servi l'impérialisme ont porté un nouveau casque. Ils sont maintenant panafricanistes. Ils ont recyclé leur journalisme et ils ont créé des organisations. Et vous dites ce matin, me dites que Faure Yadema, c'est un grand panafricaniste. C'est connu. Vous n'êtes pas au courant de ça? Si. Moi, ok. Faure Yadema, c'est un panafricaniste. Acceptons. C'est de l'ironie présente. Non, acceptons. Je suis qui pour dire qu'il n'est pas panafricaniste? Moi, je suis quoi? Je suis rien. Faure Yadema est panafricaniste puisque un retraité, après avoir servi l'impérialisme au vu et au su de tous, a porté une casquette, il a mis les lunettes. Maintenant, il a créé une organisation, il a même créé un média. Il est un grand panafricaniste, puisqu'il est même reçu par des chefs d'État panafricanistes. M. Traoré l'a reçu. Ils vous disent que Faure Yadema, c'est un panafricaniste. J'ai dit oui. Oui. C'est pour ça qu'il garde Damiba. Je répète. Oui. C'est pour ça qu'il protège Damiba. Qui a au cœur
de toutes les stratégies pour renverser le président Traoré. Vous avez dit que c'est l'ironie. Oui, c'est de l'ironie. Mais c'est une ironie dans le cadre d'une analyse. Il faut souvent ironiser pour que certains Africains aient un peu honte dans leur semblant d'ignorance qu'ils manifestent. C'est pour ça que nous n'avons jamais, nous avons toujours conseillé la prudence à l'égard de M. Faure Yadema. J'ai salué son positionnement dans la crise. Tout à fait. Qui a opposé la CEDEAO à ces trois pays. J'ai salué. Mais ce n'est pas une raison pour faire de lui un panafricaniste à qui on peut faire confiance. Puisqu'il héberge quelqu'un qui est reconnu être le cerveau de toutes les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso. Pourquoi il fait ça s'il est panafricaniste? S'il respecte l'AES comme il fait croire à travers le ministre des Affaires étrangères du CEI, qui matin, midi, soir marche avec Abdoulaye Diop et consorts, si c'est ça, pourquoi donc le Togo protège Damiba? Ça vous me regardez. La question est là, il faut la poser, je ne suis pas là. Moi, il pose la question, non? Tout à fait. Il n'est pas fort, il a dit qu'il va entrer dans l'AES. Ouais. Voilà. Le nouveau génie du panafricanisme, à qui au niveau des palais présidentiels, vous ont dit que non. Comment? Fort, il y a des masseurs, il est dans la stratégie, c'est un panafricaniste. Voilà. Monsieur Ducet est l'ami du ministre Abdoulaye Diop, ils marchent ensemble, ils font des conférences panafricanistes. Je pose une question simple. Pourquoi Fort et Adema protègent Damiba? C'est la sagesse. Ils sont trop sages, nos présidents. Ils sont très sages. Mais leur sagesse s'arrête, là il faut faire les vrais combats. Donc, c'est une question que vous ne comprenez pas la situation. Tous ces coups d'État, si vous ne répondez pas d'abord à cette question. Surtout qu'en novembre 2024, président, je vous relance, le gouvernement du Burkina Faso avait radié M. Damiba, parce que son titre de colonel n'existe plus, M. Damiba, de l'armée, pour son rôle, du moins pour tentative, pour atteinte à la sûreté de l'État, des faits extrêmement graves qui auraient valu effectivement une forme d'extradition de la part du Togo afin qu'il répondât de ces actes, du moins des actes qui lui sont reprochés du côté du Burkina Faso, ce qui n'a jamais été le cas. Si un pays africain héberge quelqu'un que le Togo considère comme étant un ennemi du régime togolais, Fort va applaudir, non? Il va danser, il va dire que non, vraiment le pays là est dans la sagesse. Moi je comprends ça, ma chère consort. Vous connaissez comment le gouvernement Fort réagit, non? Donc, ça pose un problème, donc, du prétendu panafricanisme et des conférences où on demande des réparations que l'Occident paye, ma chère consort. C'était la question des réparations se posera tôt ou tard, président. Non. Peut-être c'est une question la manière avec laquelle se l'est posée. Elle est tellement sérieuse que... Mais elle est portée par l'Union africaine. Elle est portée par l'Union africaine. Par qui? Par l'Union africaine, président. C'est l'organisation africaine? L'Union africaine, c'est l'organisation africaine? Si on s'en tient à sa feuille de route. Quelle feuille de route? Elle n'a pas de feuille de route. Elle est nourrie par l'Union européenne. C'est une succursale de l'Union européenne. Donc ne parlez pas de l'Union africaine quand nous parlons des problèmes sérieux de l'Afrique. Alors donc c'est la diversion. Le continent est en feu par le panafricanisme. Ils sont obligés de se donner des oripeaux. Le panafricanisme, Fabrice, n'est pas un oripeau. Ne sera jamais un oripeau. Un patrimoine africain qui nous inspire au XXIe siècle. L'Afrique n'en a même pas deux, au sens réel du mot. Donc, la question de réparation est une affaire trop sérieuse pour être portée par un monsieur qui héberge Damiba chez lui, qui veut renverser les seuls États qui nous ont donné un peu de dignité depuis des siècles. Fabrice, on peut avoir des États sans avoir la dignité. Ces États peuvent vous apporter la croissance, pas le développement. Vous avez des États qui vous apportent la dignité, mais qui en plus veulent apporter le développement. Qui passe par la souveraineté, la libération et la souveraineté. Monsieur le panafricaniste universel qui réclame les réparations à l'Occident héberge un agent de haut niveau de l'Occident, Damiba.
Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. 2. La Côte d'Ivoire s'assume comme étant l'ennemi de l'AES. Il ne cache pas. Lui s'assume comme tel ennemi de l'AES. C'est là où moi j'interpelle l'AES. On ne peut pas passer son temps à comptabiliser les tentatives de coup d'État. Il faut les empêcher. Et il faut aller assécher la source qui nourrit les coups d'État. Puisqu'il n'y a pas de coopération entre la Côte d'Ivoire et vous, faites comment pour pouvoir mettre le grappin sur ces individus? Les États savent ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas à mettre le grappin sur les individus, puisqu'ils sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Justement, pourquoi ne mettre pas la main dessus? Vous comprenez ça? Tout à fait. S'ils sont en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi ne mettre pas la main dessus. Le gouvernement a communiqué là-dessus, du moins la dernière communication du porte-parole du gouvernement ivoirien disait qu'ils n'ont jamais hébergé les ennemis du Burkina Faso et que son pays, pendant la Côte d'Ivoire, ne sera jamais une rampe de déstabilisation contre le Burkina Faso. Vous vous rappelez les affaires des militaires, non? Tout à fait, les 42 militaires arrêtés, ivoiriens arrêtés au Mali. Le Burkinabé avait dit quoi? Il avait dit quoi? Qu'il ne s'agissait pas de soldats ivoiriens. Et après que ça s'est terminé comment? Alors, donc vous parlez de qui? C'est-à-dire que cet individu, vous parlez de qui? Je vous dis, l'AES ne peut pas avoir pour choix, Fabrice, de passer son temps à nous comptabiliser les coups d'État tous les jours. Moi, c'est ce que j'ai dit à l'AES et au président Traoré. Ça, c'est pas. Je les apprends. Ils savent que c'est pas comme ça qu'un État doit réagir. Ils savent que c'est pas comme ça qu'une confédération doit réagir par rapport à ça. Vous savez, mais moi, je sais que ces États n'ont pas la mentalité des gens qui subissent. Ce n'est pas la mentalité. Ce n'est pas la mentalité du président Assimi Goïta. Ce n'est pas la mentalité du général Tchani. Ce n'est pas la mentalité du président Traoré. Monsieur Ouattara est en train de creuser sa propre tombe. Les dieux rendent fous ceux qui veulent perdre. Donc, Dieu est en train de préparer sa perte. Et il lui écrit les conditions de sa déstabilisation, de sa propre mort. Je l'ajoute. Vous savez que quand je parle de l'AES, moi je ne parle pas comme les autres. Je ne parle pas comme les autres. Ma communication n'est pas comme les autres. J'ai dit depuis que l'AES, c'est pour ça que de temps en temps, moi-même, je me tais. On pense que le président n'a rien à dire, non. J'ai dit que je veux voir le pays qui va déstabiliser l'AES, et je veux voir celui qui va tuer un seul des 3 présidents. Est-ce que je n'ai pas dit ça tous les jours? Donc du coup, moi, échouer pour moi, mon problème, ce n'est pas qu'ils échouent, Fabrice. Vous comprenez? C'est est-ce que les dirigeants de l'AES ont pris conscience, ont la conscience de la conscience, je fais ça exprès, de ce que le destin de Ouattara est dans leurs mains. Et que nous on considère que bon, pour l'instant, ils ont choisi de ne pas régler son cas. Peut-être ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de certains officiers indélicats parlant. Ça dépend d'eux parce que M. Ouattara était à la tête de la dynamique visant à attaquer le Niger, oui ou non? Si. Ça s'est terminé comment? Pas un non-lieu. Non, il s'est déshabillé. Il a enlevé la culotte. Depuis tout ce qu'il prépare contre l'AES, ça finit comment? Mais jusqu'à quand? La question vous l'avez posée tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis donc, je considère que pour l'instant, ces États n'ont pas encore décidé de corriger ce type, c'est tout. Alors comment régler une telle situation lorsque vous avez des... Je viens de vous le dire. Au sein même de l'armée locale, parlant du cas du Burkina Faso. Je viens de vous le dire. Ouais, c'est comment? C'est compliqué. Ils sont où? Ils sont en Côte d'Ivoire. Oui, mais sauf que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont des relais au sein de l'armée burkinabé. Parce que, ça vous surprend quoi? Et d'ailleurs, ça me permet donc d'aborder la question de l'armée burkinabé que vous avez, avec le génie que le vôtre soulevé. Est-ce qu'elle est désormais à l'épreuve de l'intégrité? Puis on a vu le cas de la déstabilisation aux 5 milliards, comment l'armée avait réussi à récupérer cet argent. Mais sauf que sur les derniers cas, ou alors les dernières tentatives de déstabilisation, l'armée est elle aussi épinglée. Vous connaissez la situation qui se passe en RDC, non? Tout à l'heure, on parlait de la RDC. Le pays n'a pas d'armée. Le Burkina a une armée, mais quel est l'état de cette armée? Les coups d'État successifs qui ont travaillé le pays ont travaillé l'armée. Ça fait que c'est une armée dans laquelle sont juxtaposées plusieurs factions. Et dans de telles conditions, il est très facile pour l'impérialisme d'acheter une faction. Nul n'est mieux informé de ça que le président Traoré. Je crois que c'est pour ça qu'il a pris les dispositions.
Donc il y aura toujours des militaires que vous allez retrouver en Côte d'Ivoire, que la France a acheté et que M. Ouattara héberge quand ils reçoivent les ordres du voyou qui est au Togo. Et à tout le temps, c'est un coup d'État qui est préparé. La succession des coups d'État montre simplement qu'il est vital pour la France de stabiliser l'AES. Mais ça aussi, on le savait depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau, nous le savons. Nous le savons. Je répète encore, il y a une confédération qui est née. Elle confédère les questions de sécurité. Elle confédère aussi des questions monétaires, etc. Il y a un échéancier de l'évolution de la confédération que nous connaissons. Mais il est temps de passer à un niveau. Au niveau de la sécurité, il faut être offensif, pas défensif. Autant ils sont offensifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans les différents États respectivement. Mais s'ils ont fait l'alliance, c'est parce qu'ils ont compris qu'aucun pays seul ne viendra à bout. C'est même ça, l'essence de ce qu'on appelle le Liptako gourmand. Ce fameux carrefour qui relie les trois pays. N'est-ce pas? Donc, ils l'ont compris. Donc, il y a une stratégie nationale qui aboutit à une alliance. Maintenant, il y a ce que j'appelle la stratégie propre à l'alliance pour faire face au phénomène du terrorisme. Dans un contexte où la France ennemie est dans une propagande terrible. Quand on parle de Burkina Faso, faisant croire que la moitié du territoire échappe au gouvernement. Mais cette propagande, vous croyez qu'elle est faite pourquoi? Pour légitimer et justifier les coups d'État qu'on prépare. Donc, on diabolise le régime à qui on ne conçoit aucune légitimité, etc. Ça permet de préparer les coups d'État et Ouattara serait donc extrêmement légitime pour renverser le régime, etc. Donc tout ça, l'AES doit analyser profondément cette situation et organiser l'anticipation et non la réaction ou le fait de subir. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Alors, est-ce qu'une sortie peut-être très prochaine du franc CFA va permettre effectivement à ces pays de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, leur résoudre à 50% ces dynamiques de déstabilisation, puisqu'à chaque fois, l'argent, le nerf de la guerre est toujours convoqué. On parle cette fois-là d'une somme de 25 milliards. C'est pas rien. La dernière fois, c'était une déstabilisation à 5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, si l'AES a effectivement sa banque centrale, il sera plus facile de pouvoir contrôler la monnaie. Donc, éviter qu'un individu, fût-il ministre, fût-il général, puisse se retrouver avec autant d'argent ou alors d'avoir des parrains extérieurs, comme ça a été le cas de ces dernières décennies. C'est clair et net. Nous comprenons, nous l'avons dit depuis que c'était vital. Mais bon, nous comprenons aussi qu'un ensemble de conditions puisse être réuni et tenant compte de ce contexte-là pour aboutir à cette décision qui est vitale, et qu'on ne saurait différer éternellement. Pour nous, c'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, le Burkina Faso, c'est l'AES, c'est l'Afrique. Et c'est l'occasion pour nous de déplorer une fois de plus le comportement des présidents africains. Vous savez, le Bénin a fait ça. Aujourd'hui, il subit le terrorisme. Il subit ça. Bon, la distinction que nous faisons entre le peuple du Bénin et celui qu'on appelle président nous permet aujourd'hui, nous amène à ne pas abandonner le Bénin. Et dans ce sens, nous préparons des communications stratégiques à ce propos. Et peut-être vous ferez une émission ici. Peut-être la prochaine fois, on parlera du Bénin. Mais le fait de ne pas s'intéresser au sort de ses voisins et de miser sur la France a conduit le Bénin là. Le Burkina a fait pareil hier sur d'autres dirigeants. Pareil, le Mali a fait pareil hier sur d'autres dirigeants. Pour se retrouver, le Niger pareil. On estime que non, le sort du voisin ne nous intéresse pas. Au contraire, même, on a même aidé la France à renverser le président Gbagbo et à installer celui qui dérange aujourd'hui. Il faut que les Africains, nos chefs d'État, sortent de cette prison, Fabrice. La vision panafricaniste, ce n'est pas, Fabrice, où on embrasse tout le panafricanisme ou on ne l'embrasse pas. Il faut que les dirigeants africains aient une vision globale des problèmes de l'Afrique.
c'est une question de suivi pour eux. Vous savez, il y a 15 ans, j'annonce. Je disais qu'aucun chef d'État ne va échapper à cette dynamique. Comme d'habitude. Je suis qui? On dit, je suis fou. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul Bon, qui peut s'engager en politique sans toutefois faire allégeance au panafricanisme. Pas seulement faire allégeance. S'ils n'embrassent pas le panafricanisme, ils ne vont pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. On a suivi. C'est l'évolution. On a parlé du Katidian Cham tout à l'heure qui disait effectivement que si le président, ça faisait partie en tout cas de ses promesses de campagne, il va rejoindre l'AES. Qui? Monsieur Thiam. Ne l'écoutez pas ce voix. C'est pas pour vous énerver, président. Vous ne m'énervez pas, mais je réagis. Il y a des gens qui ne font pas considérer la parole de ce type. Donc vous pouvez considérer la parole d'un type comme ça. Mais vous avez considéré celle de Ouattara, non? Celui qui va sauver l'Afrique, le génie de l'économie mondiale, envoyé du ciel pour sauver l'Afrique. C'est ça qui a... Pourquoi Ouattara est si orgueilleux et si prétentieux? Parce qu'il est vide, il est conscient qu'il est vide, il n'a rien. Quand vous passez au FMI, on sait comment ça se passe là-bas, nous on sait. Il est vide. C'est pour ça qu'il est orgueilleux comme ça. On va pas y revenir. Parce qu'il est vide. Le cas Klaus Schwab nous renseigne à suffire avec notamment ces révélations qui tombent sur le forum économique mondial. Voilà. Et tout ce qui se trame en tout cas. Voilà, ils sont vides. Nous savons ce qui se passe là-bas. Donc, Tidjane Thiam quoi? Mais lui, c'est même le double vide. Parce que Ouattara s'est même rempli durant ses 3 mandats. C'est-à-dire qu'il a comblé le vide par ses excès. L'excès de criminalité. Lui là, il est double vide. Vous voulez qu'il vienne encore tuer les gens pour se donner une contenance? Thiam a dit que Thiam peut dire quoi de bon? Donc vous pensez que Thiam c'est un génie? Vous êtes sérieux? Mais quand même, les Africains, vous avez des problèmes. Hein? Vous voyez que s'il était un génie, les Blancs vous l'enverrez. Je répète, si Thiam était un génie, les Blancs vous l'enverrez. Les Blancs conservent les génies. Ils ne placent pas les génies à la tête de vos États. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour vous expliquer ça? Le PDCI, c'est une honte de présenter à Côte d'Ivoire ce vaurien-là. Une honte. Thiam, il va entrer. Il peut entrer à l'AES, c'est là. S'il vient à l'AES, c'est pour détruire l'AES. Il peut entrer à l'AES. Les combats de l'AES, Thiam comprend quoi ça? Hein, il comprend quoi ça? Mais qu'il a fait à la banque? C'est-à-dire être un esclave.